pour l'expertise que nous avons diligentée s'agissant du baiser de Brancusi. Il a été fait appel à Mme Lefranc-Loisel, qui a fait un travail sur la signature, mais qui s'est appuyé pour cela aussi sur un travail du laboratoire Lamora, qui donc a fait l'analyse scientifique permettant de vérifier, d'une part, qu'il ne s'agissait pas d'une écriture automatique faite par une machine qui aurait retranscrit le geste, et de voir ensuite la nature des coups pour voir s'il y avait des hésitations, si on pouvait identifier éventuellement la trace d'hésitation, d'à-coup qui pourrait aller dans le sens de la fausseté de l'œuvre. Bon, comme toute profession qui évolue dans un univers où les sommes en jeu peuvent être considérables, pas utile de rappeler les montants pour un Picasso, pour un Chagall, pour un Brancusi, 29 millions d'euros dans la vente de la collection Pierre Berger et Yves Saint-Laurent. Évidemment, vous pouvez avoir des experts qui sont avant tout motivés par l'argent. Voilà, et qui donc vont conditionner, surtout s'ils sont en situation de le faire. Dans notre affaire du baiser de Brancusi, l'expert est désigné par les ayants droit. Il a publié ce qui tient lieu de catalogue raisonné à la fin des années 80. C'est encore cet ouvrage qu'on peut sortir dans les départements d'art moderne des maisons de vente aux enchères. Eh bien, il apparaît qu'il a demandé une rémunération qui soit proportionnelle sur le prix de vente à venir de l'œuvre. On voit bien la contradiction qu'il y a dans cette demande, puisqu'elle peut entraîner l'expert à authentifier une œuvre qu'il sait fausse, dès lors que promesse lui a été faite qu'il serait rémunéré à proportion, prorata du prix de l'œuvre, et à déclarer fausse une œuvre qu'il sait vraie dès lors que le vendeur a refusé de céder à ses exigences, qui sont donc de toucher un pourcentage, et souvent un pourcentage conséquent, sur la vente de l'œuvre. Dans l'affaire du baiser de 1905 de Brancusi, les faits sont les suivants. Il a été demandé donc à Friedrich Stejabach, qui déjà faisait autorité à l'époque en tant qu'expert, désigné par les ayants droit, de bien vouloir se pencher sur cette œuvre et de se prononcer sur son authenticité. Après différents échanges, au cours desquels donc, il a demandé plus de 12 000 $, ce qui est une somme très conséquente pour une expertise, somme à laquelle ensuite devait s'ajouter une somme d'environ 80 000 $ qu'il considérait comme étant un pourcentage sur le prix de la vente à venir de l'œuvre. Il s'est rendu à Bruxelles, où l'attendait le vendeur, a pu examiner l'œuvre pendant plusieurs jours et est reparti, faisant état de ce qu'était déjà son sentiment d'authenticité de l'œuvre et promettant donc l'expertise dans les semaines suivantes, expertise qu'il n'a jamais rendue et que donc le vendeur, M. Claude Puceau, n'a jamais reçue. Et donc c'est la raison pour laquelle, après aussi un certain nombre d'échanges, de demandes évidemment, de sollicitations d'obtenir cette expertise, quel qu'en soit le sens, pour connaître simplement ce qu'était la réalité de cette œuvre, le contact a été renoué. Il avait été évoqué par son éditeur clairement, qui en atteste que c'était maintenant $1 million, $1 million ou $1 million d'euros, qui était demandé, compte tenu aussi, il faut le savoir, de la hausse très importante de prix de vente des œuvres de Brancusi, dont atteste d'ailleurs la vente dans le cadre donc, de la mise aux enchères de la collection Yves Saint-Laurent Pierre Berger, puisque c'est l'œuvre, je ne sais pas si c'est l'œuvre qui s'est vendue la plus chère, il me semble que oui, mais en tout cas c'est celle qui, en termes de différentiel entre le prix de mise en vente et le prix d'achat effectif, a été le plus important.
Et donc, des échanges ont eu lieu. Monsieur Tejabak a envoyé un email assez sommaire pour prétendre qu'il avait déjà envoyé 13 ans auparavant cette expertise fantomatique, negative statement, a-t-il dit. Donc, il se serait prononcé négativement. Et au cours d'une rencontre avec Claude Puceau à Paris, a donc réitéré que cette œuvre, Le baiser de 1905, était fausse. Au motif que la signature était manifestement fausse selon lui, sachant que dans son catalogue raisonné, aucune œuvre, aucune photographie de signature ne figure, et qu'il a refusé de prendre connaissance des expertises très sérieuses qui ont été faites et qui donc attestent et démontrent que le signataire du baiser de 1905 est bien Constantin Brancusi. S'agissant de l'authentification d'une œuvre d'art, l'action la plus commune et la plus aisée, c'est évidemment la délivrance d'un certificat d'authenticité par un expert. Et évidemment, un expert autorisé, les experts autorisés étant, s'agissant des artistes majeurs, Picasso, Monet, Brancusi, par exemple, désignés par les ayants droit, soit qu'il s'agisse d'un expert seul, soit d'un comité qui va se prononcer sur l'authenticité de l'œuvre. Le problème qui peut se poser, c'est lorsque l'on est en désaccord avec l'avis de l'expert, soit que cet expert soit prononcé dans le sens de l'authenticité et que les ayants droit ne soient pas d'accord, soit qu'il se soit prononcé en déclarant l'œuvre non authentique et évidemment entraînant la contestation du vendeur potentiel, voire des ayants droit également, qui peuvent considérer que l'œuvre est authentique. Et dans ce cas-là, il est évidemment possible de recourir à l'office du juge, de saisir le juge pour demander l'authentification de l'œuvre, ce qui suppose évidemment soit d'apporter des expertises privées qui vont s'avérer incontestables, parce qu'on peut avoir des preuves objectives, soit de la fausseté de l'œuvre, parce que l'on a la conviction que l'œuvre, je parle évidemment le plus souvent du vendeur, mais ça peut être aussi le cas des ayants droit, que l'œuvre est authentique, mais qu'elle a été déclarée comme n'étant pas l'œuvre de l'artiste par des experts, a fortiori ceux qui font autorité, eh bien il est possible de saisir le juge pour demander l'authentification de l'œuvre. Cette authentification, elle peut être démontrée soit dans le cadre d'une expertise privée, d'une ou plusieurs expertises privées, selon le périmètre de l'expertise nécessaire sur la signature, sur les éléments qui composent l'œuvre. Ça peut être évidemment s'agissant de peinture sur, par exemple, la pigmentation. On sait qu'il y a des couleurs qui ne peuvent pas être présentes dans une œuvre, et si elles s'y trouvent, ce sera évidemment la preuve de la fausseté. Il y a un historique des couleurs qui est lié aussi à la circulation de ces matières. Soit de recourir à une expertise judiciaire, et dans ce cas, c'est le tribunal, ou le président, s'il s'agit d'un juge unique, qui va désigner les experts autorisés et qui vont agir dans le cadre d'une expertise judiciaire, donc désignée par le juge, convoquant les parties, dans le cadre d'une expertise contradictoire, les parties pouvant faire valoir leurs arguments en faveur soit de la fausseté de l'œuvre, soit de son authenticité, et charge au juge, une fois que cette expertise est achevée, de se prononcer dans un sens ou dans l'autre. Il arrive d'ailleurs que le juge ne se prononce pas totalement ni sur l'authenticité ni sur la fausseté. Lorsque, par exemple, on vient dire que l'œuvre est fausse, il peut dire qu'on n'apporte pas plus la preuve de la fausseté que de l'authenticité. Donc il y a une gradation dans les décisions que peut prendre le juge, selon d'ailleurs ce qui lui est demandé, soit parce que quelqu'un a acheté une œuvre et qu'il estime qu'elle est fausse, soit au contraire parce que le vendeur a vendu une œuvre qu'il ne pensait pas être, par exemple, de Nicolas Poussin, ou pour prendre un exemple fameux, ou d'un autre peintre, et qu'il s'est avéré que c'était bien du peintre en question et non pas d'un élève ou issu de son atelier.
Alors s'agissant de l'expertise, comme on peut le supposer, évidemment elle peut porter sur différents éléments. D'abord on va regarder quelle est l'histoire de l'œuvre, comment est-ce qu'elle s'inscrit dans le travail de l'artiste, à quelle époque, est-ce que c'est cohérent avec ce sur quoi il travaillait, les thèmes avec lesquels il travaillait, les matières sur lesquelles il travaillait. Ça suppose éventuellement un travail sur aussi sa correspondance, un travail iconographique bien sûr, pour trouver une trace de l'œuvre si elle est apparue tardivement sur le marché. Et puis évidemment, ça n'est pas suffisant puisqu'on peut avoir la copie d'œuvres qui ont été identifiées, qui pourraient avoir disparu et qui auraient été ensuite fabriquées pour être revendues. Et donc il y a un travail qui est à la fois, s'il existe une signature, un travail scriptural, pour comparer avec des éléments de comparaison donc sur d'autres signatures authentiques, authentifiées indiscutablement, et voir donc si la cohérence est telle au regard d'un certain nombre de critères, avec des protocoles et des méthodes bien établis qui permettent d'aller dans le sens de l'authentification. Des procédés physico-chimiques éventuellement, ou de datation de l'œuvre, qui là aussi peuvent, par élimination, montrer qu'il n'y a pas, qu'on est bien, que l'œuvre est bien de la même époque, même si ça n'est pas suffisant, c'est évidemment aussi un faisceau d'indices, et on va avoir des authentifications, soit parce que les indices se cumulant sont suffisamment, les vérifications qui ont été faites sont suffisamment importantes, se croisant pour considérer que l'œuvre est authentique, soit sur la base d'un seul élément qui en lui-même est suffisamment fort pour permettre d'authentifier l'œuvre. Dans des experts, j'ai parlé des experts qui étaient désignés par les ayants droit, mais ça n'est pas une profession réglementée. Vous avez près de 12 000 experts en France, avec 70 spécialités, qui sont évidemment de plus ou moins bonne qualité. Étant entendu qu'ensuite vous avez des experts auprès des tribunaux, qui eux obéissent à une déontologie, à des principes, l'objectivité, l'impartialité, l'indépendance, auxquels ils sont soumis et qui peuvent évidemment être retirés du tableau des experts si il est manifeste qu'ils ont manqué à ces exigences. Et donc cela suppose évidemment un agrément avec une responsabilité civile, professionnelle qui est associée aussi bien donc pour ces experts auprès des tribunaux, les experts qui sont nommés par les maisons de vente, les sociétés de vente volontaires, et au-delà donc de ceux qui sont ainsi font l'objet d'un agrément et d'un encadrement relativement strict, avec un régime de responsabilité bien défini, vous avez un univers dans lequel on trouve de tout, des experts extrêmement compétents, très pointus, avec une formation indiscutable, et d'autres qui, peut-être à un moment ou à un autre, ont eu une connaissance de l'artiste, de l'époque, d'une école, mais qui ne disposent pas forcément des compétences, a fortiori scientifiques, qui leur permet de faire des expertises. Ce n'est pas parce qu'on est connaisseur d'un artiste qu'on est pour autant expert, ça suppose des compétences techniques dans un domaine bien défini, et que l'expertise porte évidemment sur ce point. Lorsqu'un juge nomme un expert, il ne le nomme pas pour lui demander si l'œuvre est authentique avec une seule question. Il va lui demander de procéder à un certain nombre de vérifications, et en tout cas, l'expert ne pourra évidemment répondre qu'à la question, il devra répondre à cette question-là, et ne pas évidemment se prononcer dans un domaine de compétences qui n'est pas le sien. Ce qui explique d'ailleurs la possibilité de se faire assister de ce qu'on appelle de sachants ou de sapiteurs, qui eux disposent des compétences spécialisées. Par exemple, pour l'expertise que nous avons diligentée s'agissant du baiser de Brancusi,
il a été fait appel à Mme Lefranc-Loisel, qui a fait un travail sur la signature, mais qui s'est appuyé pour cela aussi sur un travail du laboratoire Lamora, qui donc a fait l'analyse scientifique permettant de vérifier, d'une part, qu'il ne s'agissait pas d'une écriture automatique faite par une machine qui aurait retranscrit le geste, et de voir ensuite la nature des coups pour voir s'il y avait des hésitations, si on pouvait identifier éventuellement la trace d'hésitation, d'à-coup qui pourrait aller dans le sens de la fausseté de l'œuvre. Bon, comme toute profession qui évolue dans un univers où les sommes en jeu peuvent être considérables, pas utile de rappeler les montants pour un Picasso, pour un Chagall, pour un Brancusi, 29 millions d'euros dans la vente de la collection Pierre Berger et Yves Saint-Laurent. Évidemment, vous pouvez avoir des experts qui sont avant tout motivés par l'argent. Voilà, et qui donc vont conditionner, surtout s'ils sont en situation de le faire. Dans notre affaire du baiser de Brancusi, l'expert est désigné par les ayants droit, il a publié ce qui tient lieu de catalogue raisonné à la fin des années 80. C'est encore cet ouvrage qu'on peut sortir dans les départements d'art moderne des maisons de vente aux enchères. Eh bien, il apparaît qu'il a demandé une rémunération qui soit proportionnelle sur le prix de vente à venir de l'œuvre. On voit bien la contradiction qu'il y a dans cette demande, puisqu'elle peut entraîner l'expert à authentifier une œuvre qu'il sait fausse, dès lors que promesse lui a été faite qu'il serait rémunéré à proportion, prorata du prix de l'œuvre, et à déclarer fausse une œuvre qu'il sait vraie dès lors que le vendeur a refusé de céder à ses exigences, qui sont donc de toucher un pourcentage, et souvent un pourcentage conséquent, sur la vente de l'œuvre.